Bien, merci beaucoup de votre invitation. En bon laïc pratiquant, le fait de faire ça dans une synagogue était plutôt réservé à des pratiques personnelles et familiales limitées à une fois par an et encore pas tous les ans. Je suis donc ravi de pouvoir être ici. Je remercie ceux qui ont eu la gentillesse de me prêter ma kippa. Je n'avais pas percuté en venant un jeudi soir qu'elle me serait indispensable. Et par respect pour le lieu où je suis, je la mets ce soir, ce qui ne change rien à mon point de vue personnel sur la relation toujours complexe qui existe entre ceux qui croient au Créateur et ceux qui pensent être des créatures. Je laisserai ça évidemment à un autre débat très propre et très particulier au peuple juif d'ailleurs, qui a inventé le débat sur l'existence de Dieu, tout en considérant mécaniquement qu'il ne pouvait pas y avoir un débat sur Dieu, mais sur son existence peut-être. Et donc, je profite de cette occasion pour me remettre à peu près à jour, au cas où. Remercier aussi les présentateurs pour avoir eu la possibilité de faire une mini-nécrologie, ce qui est toujours plus agréable quand on est vivant. Je les remercie aussi pour avoir évité la version Wikipédia, qui me permet régulièrement de découvrir des morceaux de ma vie que je ne connaissais pas avant, et pour avoir donc été à peu près, ou globalement précis, et surtout d'avoir réduit ce qui aurait pu prendre un temps infini et sans aucun intérêt. Alors, ce soir, le débat s'appelle « Faire face au terrorisme », et vous avez cité il y a quelques instants celui qui fut mon seul et unique maître en politique, dont je salue la mémoire, d'autant qu'aujourd'hui on a répandu ses cendres sur le lieu où il avait voulu reposer pour l'éternité, Michel Rocard. Michel Rocard expliquait qu'en politique, il fallait, quand on voulait vraiment faire quelque chose, les faire dans l'ordre. C'est un bon protestant, ce qui n'est pas totalement inutile et qui d'ailleurs a permis des alliances historiquement riches avec les Juifs. Il disait qu'il fallait d'abord comprendre, ensuite vouloir et enfin agir. Le fait de ne prendre qu'un seul des trois éléments était parfaitement inutile, 2 sur 3 étaient parfois dangereux, il fallait avoir les 3, ce qui n'arrive pas toujours. Je voudrais faire le même cheminement avec vous sur la question du terrorisme. C'est d'autant plus important que ce mot n'a aucun contenu clairement identifié d'un point de vue juridique, ce qui est ennuyeux quand il s'agit d'un délit ou d'un crime. Personne n'a jamais réussi à définir précisément ce qu'est le terrorisme, et quand j'ai fait le recensement dans un tout petit ouvrage chez Dalloz de toutes les explications, dénominations, définitions du terrorisme, je me suis arrêté à un peu plus de 300. Elles sont en général compatibles, parfois contradictoires, complémentaires, mais personne n'est jamais d'accord sur la définition du terrorisme, parce que, il n'y a rien qui ressemble plus à un résistant qu'un terroriste. Alors, en général, je prends des exemples qui ne posent pas de problème majeur. Je parle des Basques, je parle des Irlandais, je donne des exemples à peu près précis. Quand je veux vraiment m'amuser à Herzliya, dans le grand amphi de l'état-major israélien, j'essaye de déterminer ce qui, dans un attentat palestinien ou revendiqué par les Palestiniens, relève du terrorisme et de la résistance ou du mouvement de libération nationale. Vous verrez, du coup, l'attention perd beaucoup en tendresse et augmente beaucoup plus en rugosité. Mais c'est la nature du sabra que de savoir exprimer avec clarté son positionnement. Non, je prendrai un exemple simple. Comment qualifier l'attentat de l'hôtel King David du point de vue des Juifs? Vous aurez compris qu'ils n'ont pas le même point de vue que les Anglais. Et ceci est un problème générique lié à la nature de la problématique terroriste, c'est-à-dire l'usage de la violence à des fins politiques. Historiquement parlant, la France, qui est un grand et beau pays, a réussi sur la question terroriste à peu près tout inventer puis tout expérimenter. C'est même un produit à l'export. Nous avons inventé le concept, 1793, nous l'avons appliqué avec détermination, et nous avons à peu près tout essayé depuis, sur place et ailleurs. Nous avons inventé le concept, et à l'époque, il faut bien le dire, le terrorisme n'est pas un terrorisme des pauvres contre les riches, des dominés contre les dominants, mais un terrorisme de l'État central majoritaire contre son opposition. C'est un terrorisme d'élimination de son opposition. C'est ainsi que la terreur révolutionnaire va s'appliquer avec autant de détermination contre les Girondins, les modérés ou les chouans, chacun étant considéré à des degrés divers comme des terroristes, puisqu'ils sont contre l'organisation et le maintien de la majorité
montagnarde dans l'appareil de l'État, contre les méthodes d'exécution, contre les pouvoirs spéciaux, contre la justice révolutionnaire et contre, évidemment, l'usage immodéré de la guillotine. Ah, j'en profite pour vous rappeler que ceux qui ont commencé à couper les têtes, c'est nous. Ceci pour remettre en perspective 2-3 détails sur la question de la barbarie dans le coupage de tête. Il se trouve que nous avions fortement contribué jusque dans les années 1980-81 et que donc, qu'en la matière, notre capacité à donner des leçons aux autres est due probablement à notre évolution, mais pas à notre blancheur immaculée. De ce point de vue, la problématique terroriste a donc évolué quand les Chouans, notamment les Vendéens, ont commencé à résister par l'usage de méthodes tout aussi terroristes que celles de l'État montagnard, en utilisant les mêmes méthodes pour assassiner les soldats et les représentants de la montagne et donc de la République sur leur territoire, y compris par l'organisation du premier attentat à la voiture piégée à Paris contre Bonaparte, rue Saint-Nicaise, qui fit un très grand nombre de morts civils, entre guillemets, innocents, n'ayant rien à voir avec l'objectif de l'attentat, alors que le futur empereur y échappait, ainsi que la quasi-totalité de son escorte. Il y a donc, sur les questions terroristes, on l'a vu, un antécédent, une expertise, une spécialité nationale sur lequel on ne reviendra pas, mais qui montre que nous avons expérimenté, commencé et suivi ces affaires. Jusqu'à 1989, ce terrorisme-là est un terrorisme purement politique. Il est singulier. 2 opérateurs dans le monde le gèrent, Washington et Moscou. C'est un terrorisme pouce-bouton, on-off. Quoi qu'il se passe dans le monde, à 99%, il faut que Washington et Moscou soient d'accord et fournissent des armes, des moyens de transport, des vrais ou des faux papiers, des explosifs, des camps d'entraînement, bref, et permis que ça se passe parce qu'il s'agit d'une confrontation générique qui permet de régler toute une série de conflits liés au colonialisme et à la décolonisation, liés à des revendications territoriales, nationales, théologiques, mais il y a à chaque fois un motif politique. Et en général, ce motif est lié à un problème assez simple, c'est que la négociation n'a pas abouti et qu'il a fallu passer d'un processus de dialogue à un processus de violence. Seul Gandhi, et encore ne fut-il pas totalement imité tout le temps, aura décidé que la non-violence pouvait donner des résultats aussi efficaces que la violence. Le sujet fut très discuté, puis comme vous l'avez vu, la partition et l'indépendance de l'Inde ne s'est pas passée dans la joie et la bonne humeur, notamment par la création d'un endroit très particulier qu'est le Pakistan. Au cours de ce process d'évolution du terrorisme, tout était systématiquement clair, l'ennemi était clairement identifié, il était facilement compréhensible, et donc il n'y avait pas de doute ni de difficulté sur sa nature. Tout a changé lors d'un épisode particulier qui est resté dans nos mémoires en 1989. En 1989, la chute du mur de Berlin, le rétrécissement de l'ancienne Union soviétique a amené mécaniquement à la disparition d'un des 2 grands acteurs, et immédiatement, comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton off, le terrorisme traditionnel dit gauchiste, anarcho-gauchiste, occidental disparaît. Du coup, nous sommes fort dépourvus car nous manquons d'ennemis. Il faut donc se trouver dans une situation visant à en trouver un de substitution. Nous cherchons désespérément un ennemi de substitution et comme nous ne sommes pas extrêmement créatifs, nous regardons ce qu'il y a en magasin. Ayant perdu l'ennemi rouge, nous décidons unilatéralement que le moment était venu de prendre un ennemi jaune. Certes, on n'a pas trouvé encore d'exemple d'opérations menées par les services chinois visant à faire un attentat. Je ne parle pas de la manière relativement rugueuse avec laquelle ils exercent leur démocratie interne, on pourrait avoir là-dessus de nombreux débats, mais pour ce qui est du terrorisme, ils ne se sont jamais projetés à l'extérieur. Mais comme c'était à peu près pareil, que ça ressemblait et que ça évitait de se poser des problèmes insupportables en matière de compréhension idéologique de l'adversaire, grosso modo, nous avons créé un ennemi de confort et nous l'attendions avec détermination. En plus, l'absence d'ennemis est un vrai problème à la fois pour les budgets, les effectifs et même l'estime personnelle de nos services. Le fait d'en trouver un permettait de préserver tout cela, à minima pendant très longtemps. Et nos armées, d'ailleurs, n'ont pas été les dernières à souffrir de la gestion parfaitement comptable d'expertillons installés à Bercy. Avant, ils étaient rue de Rivoli, mais ils faisaient à peu près la même chose. Et donc, grosso modo, nous nous sommes attendus à créer un ennemi de confort qui pourrait correspondre à l'idée qu'on se faisait de l'ennemi qu'on comprenait. Évidemment, rien ne se passe jamais comme prévu, surtout quand on
invente la réalité plutôt que de la comprendre. Le problème, c'est qu'en 1989, nous avons totalement sous-estimé 3 épisodes qui avaient commencé 10 ans avant et qui expliquent la situation du monde aujourd'hui. Premier événement, le plus oublié de tous, alors que c'est le plus important de tous, y compris pour nous les Français, c'est l'épisode de la prise de la grande mosquée de la Mecque par 500 hurluberlus, yéménites, saoudiens, égyptiens et autres, venant d'une université islamique locale et qui prennent le contrôle de la grande mosquée et qui surtout tiennent la grande mosquée pendant plusieurs jours. Les forces saoudiennes n'arrivent pas à reprendre le contrôle de ce qui est le cœur et l'âme de la pensée islamique et surtout du royaume des 2 mosquées, mais dont c'est évidemment la plus importante, le régime wahhabite. Au bout de plusieurs jours de palabres et d'incapacité totale à reprendre les contrôles des choses, les Saoudiens font appel à leurs meilleurs alliés, les forces les plus efficaces, les forces spéciales les plus aguerries, les plus compétentes, les Français, qui prennent dans un bain de sang la grande mosquée de la Mecque. Vous vous posez une question pour savoir pourquoi nous sommes si populaires vis-à-vis des djihadistes? Oubliez le voile, oubliez la laïcité, oubliez la République, les valeurs, la France. Tout ça n'a aucun intérêt. Ça rajoute, mais ça n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que nous avons mis fin à la première tentative de renversement du régime saoudien en 1979, que c'est le GIGN qui a réussi cet exploit dans des conditions terribles et que pour l'éternité, nous restons marqués au fer rouge par le fait que c'est nous qui avons empêché que le régime ne tombe, nous qui avons empêché le déclenchement du premier djihad, car c'était le premier mot d'ordre du leader de cette opération à la Mecque, et nous qui, pour la première fois, avons empêché qu'un régime déclaré apostat par les djihadistes de l'époque ne sombre. N'oubliez pas ce mot. Apostat, en langage vernaculaire, est à peu près la pire insulte que vous pourriez entendre, au-delà de toutes celles que vous pouvez imaginer, voire même prononcer dans le secret intime de vos détestations personnelles. Il y en a un deuxième, ça c'est relevé uniquement pour nous, c'est hypocrite, mais c'est beaucoup, beaucoup moins grave. Nous, on est de naissance, alors qu'apostat, il faut faire des efforts pour le devenir. Deuxième épisode, en 1979, une année phare, c'est évidemment la chute du Shah d'Iran. Nos amis américains ont beaucoup de qualités, mais quelques défauts. Ils n'ont pas de politique étrangère, ils passent leur vie à exporter leur politique intérieure, ce qui ne donne pas toujours de bons résultats. Ils adorent le copier-coller démocratique, pensant que le fonctionnement du système américain est bon pour le monde entier, nonobstant la culture locale, ce qui ne donne pas toujours des résultats heureux. Et donc, ils se trouvent en 1979 dans une situation très étonnante où le pire président de l'histoire des États-Unis en matière politique extérieure, jusqu'à récemment, je prends des précautions parce que les événements sont ainsi compliqués, Jimmy Carter décide de laisser tomber le Shah d'Iran. À l'époque, les États-Unis ont 3 principaux alliés dans le monde. Le premier principal de ces alliés, c'est la Turquie, ex-empire ottoman. Ne jamais oublier l'histoire des grands empires, ça rajeunit, mais ça permet de mieux comprendre le monde, et qui gère la bordure sud de l'empire soviétique et protège l'Europe centrale et orientale et les grands alliés du Moyen-Orient, avec une histoire qui l'avait amené, y compris à contrôler les lieux saints. Le deuxième grand allié est évidemment le régime perse, l'empire iranien, l'empire perse, qui n'est pas sunnite mais chiite, et qui n'est pas arabe mais perse, donc une culture particulière dans l'islam. Le troisième grand allié est évidemment le régime saoudien, qui est le principal fournisseur de pétrole. Et donc les Américains décident que le moment est venu de faire du nation building, considèrent l'ayatollah Khomeini comme une sorte de démocrate chrétien chiite, ce qui est une curiosité locale pour qui connaît vaguement le chiisme, une sorte d'Angela Merkel avec une barbe, et dit nous allons faire une grande coalition démocratique avec le Parti communiste Today, Mehdi Bazargan, les libéraux, et puis l'entourage de l'ayatollah Khomeini. Il sera une sorte de pape qui regardera ça de loin et s'occupera des affaires spirituelles. Et puis pendant ce temps-là, les responsables politiques s'occuperont des affaires territoriales. Évidemment, il ne faut rien comprendre au chiisme pour imaginer que ça puisse marcher. Ça ne marche évidemment pas. Les Américains perdent le contrôle de l'Empire perse et du régime iranien, qui est le gardien et le protecteur du Golfe. Ils transfèrent cette responsabilité aux Saoudiens, qui sont ravis. Car pour eux, c'est à la fois une victoire politique, une victoire stratégique, mais surtout une victoire symbolique. C'est la deuxième victoire de Kerbala, le moment où ils prennent le dessus sur leur principal opposant, leur principal compétiteur dans le monde, pas tellement en quantité mais en puissance,
Et donc c'est une double victoire. Et évidemment, les Saoudiens sont très contents, les Iraniens beaucoup moins, mais ce n'est pas vraiment leur sujet, en tout cas à ce moment précis de l'histoire. Troisième épisode, le conflit afghan, qui n'est pas du tout une guerre civile, c'est un conflit à l'intérieur du Parti communiste afghan, où deux factions, le Khalq et le Parcham, une faction qu'on va qualifier de euro-communiste, contre une faction qu'on va qualifier de moskouto-communiste, se combattent à l'intérieur du Parti communiste afghan. Le président est assassiné par le vice-président ou le Premier ministre au cours d'un débat un peu houleux, un conseil des ministres un peu plus rugueux que d'habitude. Évidemment, le conflit embrase le Parti communiste afghan, puis tout l'Afghanistan, et se crée à ce moment précis ce qui va être la guerre d'Afghanistan. La guerre d'Afghanistan est la matrice dans laquelle tous ceux qui aujourd'hui commettent des attentats sont passés ou ont été formés. C'est cette matrice-là parce que, alors que nous estimons, nous, que l'Afghanistan peut être une sorte de champ de bataille, champ sportif, d'espace où on peut facilement régler le problème des grandes puissances du monde, ce pourquoi les Anglais l'avaient inventé d'ailleurs. L'Afghanistan est un pays virtuel. Vous le regardez avec une carte satellite, vous comprenez que ce pays n'existe pas, qu'il est composé d'un nombre invraisemblable de tribus vivant dans des relations géographiques qui sont essentiellement des cavernes, des gorges profondes, des montagnes et ainsi de suite. Il y a très peu d'espace plat en Afghanistan, et quand il y a un espace plat, vous êtes sûr qu'il va s'y produire un affrontement entre des tribus, car si nous avons oublié ce qu'est qu'une tribu, eux, non. La réalité a donc été d'inventer l'Afghanistan comme une espèce d'espace de défoulement pour superpuissance, les Anglais créant même, à la fin de l'Afghanistan, une espèce de doigt géographique, qui est une pure invention, qui ne correspond à aucun morceau de l'histoire réelle de l'Afghanistan, pour éviter que les deux superpuissances se rencontrent et que cet espace puisse servir de lieu de défoulement collectif, ce qui facilitait la vie à tout le monde. L'amiral Mahan, au XIXe siècle, disait dans une de ses lettres, un des grands géostratèges américains, si vous passez par l'Afghanistan, foutez le camp. Ces gens sont fous, ils ne savent que se battre, n'y mettez pas les pieds. Comme quoi, de temps en temps, il faut lire les bons experts, en tout cas les bons stratèges. Ces trois épisodes passés, eh bien, il se produit la guerre d'Afghanistan et les Américains décident de se refaire en créant les conditions d'un conflit qui permettrait de battre les Russes sur un de leurs terrains historiques. Ce conflit réussit, les Russes sont battus, l'Union soviétique s'effondre, elle se reconstruit, et il se produit un deuxième événement. Un des opérateurs, M. Ben Laden, successeur de M. Azzam, rentre en Arabie Saoudite, écrit une lettre au roi en lui disant « Bon, il faudrait me virer tous les Occidentaux qui sont sur le royaume des deux mosquées parce que ça ne va pas bien se passer cette histoire ». Le roi dit oui, non, il faut voir, on va discuter, faisons un majlis. Et Ben Laden lui dit apostat. Acte 2 de la partie. Et il s'enfuit. Et il se produit ce que les Juifs connaissent bien, c'est que la structure qui ne s'est jamais appelée Al-Qaïda, mais qu'on croit devoir appeler Al-Qaïda, se transforme en golem. Elle se retourne contre ses initiateurs et décide de, après s'être fait la peau des apostats, des hypocrites, soviétiques, décident de se faire les hypocrites baptistes américains, acteurs historiques de l'accord entre les États-Unis et l'Arabie saoudite pour le contrôle du pétrole. Ce processus n'étonne personne, car fondamentalement tout le monde était au courant, et d'ailleurs, il faut bien le dire, l'outil Al-Qaïda est un outil connu, identifié, et d'ailleurs, en France par exemple, on voit assez rapidement apparaître et comprendre ce qu'est la structure Al-Qaïda, qui d'ailleurs ne réussira à commettre aucun attentat sur le territoire national, sauf une opération contre un pétrolier français qui entrait dans le cadre de la série d'attaques contre les intérêts internationaux, boursiers, économiques, financiers, touristiques, et évidemment les routes du pétrole. Cette opération ayant été réussie, eh bien, les anciens d'Al-Qaïda y rentrent à la maison. Et où rentrent-ils à la maison? Essentiellement, pour ce qui nous concerne, en Algérie. Ils appellent d'ailleurs les Afghans. Et que font-ils en Algérie? Ils créent un parti islamiste, le Front islamique du Salju. Ce parti gagne les élections locales, départementales, régionales, et gagne 400 des 500 sièges en jeu au premier tour des élections législatives. Et est en ballottage favorable sur 80 des 100 qui restent, ce qui prouve qu'il y a un débat assez relatif sur l'idée de savoir qui va vraiment gagner les élections. Et l'armée algérienne décide qu'il n'est absolument pas possible, ni souhaitable, ni concevable
qu'un parti islamiste gagne les élections en Algérie. Les Occidentaux ont à peu près le même point de vue. Il y a donc un coup d'État militaire qui interrompt le processus électoral, envoie tout ce petit monde en prison ou ailleurs et crée les conditions d'un passage de l'armée du Front islamique du salut en armée islamique du salut, puis d'armée islamique du salut en groupe islamique armé, puis de groupe islamique armé en groupe salafiste pour la prédication et le combat. Les noms ont une importance majeure. Vous avez 3 organisations politiques qui se transforment en organisations salafistes à la fin. La première revendication, c'est le retour au régime électoral, le fait de reconnaître leur victoire aux élections. Ça se termine par la revendication du royaume de Dieu sur terre. Vous noterez un subtil mouvement. Dans un premier temps, il y a quelque chose à négocier, dans le deuxième, rien. Le problème général de ce dispositif, c'est qu'évidemment, tous ceux qui sont à la tête de l'armée islamique du salut, du GA ou du GSPC, sont des avoués. Tous. Et quand ils se mettent en situation de commettre des attentats, quand le groupe qu'on croit devoir appeler Al-Qaïda s'organise pour entrer dans un processus, il y a un débat. Alors d'abord, pourquoi est-ce que je vous dis qu'Al-Qaïda ne s'appelle pas Al-Qaïda? Parce que si je vous disais qu'Al-Qaïda s'appelle Al-Qaïda, que c'est une organisation dont le chef est Ben Laden, vous vous demanderiez pourquoi je suis invité ici, parce que ça, vous l'avez lu dans le journal. Et moi, je peux hélas vous expliquer que ces 3 indications sont fausses, totalement inexactes. Al-Qaïda s'appelle le Front international islamique pour le djihad contre les juifs et les croisés. Je reconnais que c'est moins marketing, vous reconnaîtrez que c'est plus précis. C'est nous qui l'avons appelé Al-Qaïda. Ben Laden, lors d'une de ses rares interviews réelles, dit « Pourquoi vous nous appelez comme ça? C'est pas notre nom. » Bon, mais si ça peut vous faire plaisir, on n'est pas contre. Visiblement, ça vous terrorise plus que notre nom complet. On va faire avec. Mais enfin, c'est pas notre nom. 2, ce n'est pas une organisation. Une organisation, eh bien, c'est la communauté juive, l'État d'Israël, la France, un état-major militaire, une organisation pyramidale et en râteau. Et depuis des années, nous essayons désespérément d'éliminer Al-Qaïda en l'éliminant par le haut. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, ils sont toujours là. On en a éliminé entre 10 et 15 000, ils sont toujours là. Ils sont toujours là parce que ce n'est pas une pyramide, mais une nébuleuse. La nébuleuse n'a pas de tête, elle a un cœur, et le processus est ainsi fait que moi j'ai passé de nombreuses émissions télévisées à expliquer l'élimination du numéro 3 d'Al-Qaïda, qui visiblement est un poste dangereux. J'ai dû en voir passer une vingtaine, dont aucun n'était numéro 3 de quoi que ce soit. Une partie d'entre eux étaient bien connus dans leur immeuble, éventuellement dans leur quartier, mais il n'y avait pas de numérologie al-qaïdienne. Évidemment, même quand on a éliminé le soi-disant numéro 1, l'Al-Qaïda n'a pas disparu. Non seulement elle n'a pas disparu, mais elle a changé 3 fois de nom. Al-Nosra, Al-Sham, à ce que vous voulez. Le numéro 2 est toujours là, lui. Et par ailleurs, une fois sur 2, en fonction de la semaine, ce sont nos alliés en Syrie contre les autres méchants djihadistes qui sont encore plus méchants de l'État islamique. Ça ne facilite pas la vie. Quand on n'a aucune idée de qui est son ennemi, il n'y a aucune chance qu'on arrive à l'éliminer. Plus on tire en haut, moins on le tue, puisqu'il n'y a rien en haut. Il n'y a que l'idée qu'on a nous-mêmes. Disons enfin, Ben Laden n'a jamais été le chef. C'est le porte-parole d'Al-Qaïda, une sorte d'Arlette Laguillet du terrorisme. Je dis ça en tout bien, tout honneur pour Arlette, elle s'est plainte une fois, donc maintenant je fais un petit module explicatif. Je n'indique pas qu'Arlette Laguillet est une terroriste, j'indique qu'elle n'a jamais été la chef de lutte ouvrière, simplement sa candidate ou sa figure de proue, mais qu'elle n'a jamais dirigé cette organisation semi-clandestine. La réalité, c'est que nous ne savons pas qui nous combattons. Mais, grâce au service algérien, et grâce à notre connaissance de quelque chose que nous avons nous-mêmes créé, les Occidentaux, Donald Rumsfeld expliquait qu'Al-Qaïda, c'était pas trop compliqué, il avait encore les factures, on savait à peu près ce que c'était, et les Français ont été, de ce point de vue-là, d'une rare efficacité vis-à-vis de cette structure que d'autres ont beaucoup moins compris, notamment nos amis américains, anglais ou espagnols, parce qu'ils n'avaient pas la même approche et surtout pas la même proximité, notamment avec les Algériens, à qui il faut rendre hommage d'ailleurs. C'est beaucoup grâce à eux que la plupart des attentats commis en France ont échoué, y compris avec la répétition générale du 11 septembre, qui était le détournement de l'Airbus Alger-Paris, dont nous avons fait en sorte que jamais, je dis bien jamais, quel qu'en a été le prix, il ne redécolle de Marseille. Au risque d'un massacre total, cet avion n'aurait jamais réussi à s'abattre, puisque c'était son objectif, sur le couloir de la chimie à Lyon ou sur la ville de Paris. Cette information était connue, elle explique le pourquoi de la gestion fine, intelligente et efficace de cette affaire par les services français et l'efficacité du GIGN 2 dans l'opération de récupération de cet avion, quel qu'en ait été le coût et la difficulté. Donc nous connaissons parfaitement l'outil. Et grosso modo, tout ça nous paraît à peu près raisonnable. Et puis quelque chose arrive, quelque chose d'inattendu, un truc qu'on ne connaissait pas, un prototype. Khaled Kelkal.
en 1995-96, Khaled Kelkal commet en France, au nom du GIA, des attentats. Pourquoi est-ce que c'est nouveau? Parce que ce n'est pas un politique. Il ne l'a jamais été. Jamais un militant. Jamais un politique qui passe à la violence. Jamais un opérateur. Il est un pur criminel. Il ne correspond d'ailleurs en aucun cas à ce que la sociolatrie active essaye d'expliquer il l'est parce que la société était méchante, raciste, xénophobe. Pas du tout. Parfaitement intégré, heureux, dans une famille non divisée, habitant une petite maison sympa dans la banlieue de Lyon, parfait bon élève, intégré dans le meilleur lycée de Lyon en sciences, et qui simplement, grâce à une interview qu'il fera d'ailleurs avec un de mes collègues lillois, ici, 32 pages, que vous retrouverez sur Internet, explique que grosso modo, simplement, il n'avait rien à reprocher à ses petits camarades qui étaient super sympas, à ses parents qui étaient aimants et dévoués, à son entourage qui ne lui a jamais posé de problème, simplement il ne se sentait pas à sa place. Alors que son frère, lui, était déjà un délinquant, il trouvait que c'était quand même plus sympa, plus rémunérateur et plus rigolo, et donc il décide, pour aucune des raisons habituelles, et vous verrez que ça pèse beaucoup, la projection de nos explications de ce que font les autres, plutôt que de les écouter, nous dire ce qu'ils font. Nous adorons leur expliquer que nous, on sait ce qu'ils font mieux qu'eux, ce qui ne facilite pas la vie. On en parlera sur radicalisation et déradicalisation tout à l'heure. Eh bien, il se trouve que lui, il a décidé tout seul d'être délinquant pour des raisons parfaitement rationnelles, en tout cas de son point de vue, et qu'il exprime au moment de son parcours délinquant vis-à-vis d'un de mes collègues sociologues qui, lui, faisait vraiment son métier. Du coup, Khaled Kelkal commet ses attentats, se fait récupérer, abattre par la gendarmerie nationale dans la banlieue lyonnaise, et nous nous attendons tous à un processus de série. Car si pour la première fois un criminel est passé au terrorisme, c'est donc qu'il est en train de se passer quelque chose. Et comme toujours, on a raison, mais beaucoup trop tôt, car il ne se passera rien du tout avant Mohamed Merah, 17 ans plus tard. Et en 17 ans, on oublie tout. Parce que quand ça ne se passe pas souvent, on a tendance à évacuer que le fonctionnement d'un service de police judiciaire, de renseignement, c'est 3 ans, 5 ans, 6 ans, après on est muté, on part ailleurs, on va faire autre chose. Il n'y a pas de mémoire s'il n'y a pas de renouvellement des événements. On oublie. On sait que c'est arrivé. Le précédent existe. Mais quand il n'y a pas la jurisprudence, ce n'est qu'un précédent. Et on a Al-Qaïda, ça on sait ce que c'est, on est efficace, on est compétent, on sait le faire. Arrive 2012, Merah. Alors lui c'est parfait parce que c'est un Kelkal copié-collé, en moins bon élève. Tout pareil. On sait ce que c'est, on sait comment ça marche, et là on se dit ça y est, on vient d'embrancher l'opération en série. Et Mohamed Merah commet ses attentats, ratant son dernier attentat contre un soldat français, il passe devant l'école juive Ozer HaTorah et commet le massacre que vous connaissez, alors qu'il n'était ni planifié ni organisé. C'est un malheureux, dramatique hasard tragique. Et on découvre à ce moment-là ce que va être la série ininterrompue depuis 2012, que nous connaissons. Et nous nous réorganisons pour essayer de comprendre ce qui est en train de se produire, puisque une partie importante de ces opérateurs ne se réclame plus d'Al-Qaïda, et en 2015 particulièrement, se réclame de 2 organisations différentes, en étant alliés dans l'organisation, Al-Qaïda pour les frères Kouachi et l'État islamique pour Coulibaly. Alors, l'État islamique, vous noterez que je ne dis pas Daesh, d'abord parce que je ne parle pas arabe sur le territoire français, ça m'arrive assez rarement. Ensuite, je ne parle pas arabe pour dire en arabe ce que je peux dire en français, parce que Daesh veut dire État islamique, mais en arabe. Et ensuite, parce que si certains appellent ça Daesh, je ne pense pas, moi, que c'est une lessive. Donc, il y a un problème, c'est que si nous ne savons pas donner leur nom aux organisations terroristes, ça n'a pas bien marché pour Al-Qaïda et ça a peu de chances de pas bien de marcher pour l'État islamique. Je fais partie de ceux qui pensent qu'on peut dire qu'il est autoproclamé, barbare, tout ce qu'on veut, voilà, proto, péri, voilà. Mais c'est son nom. Je ne donne pas un autre nom à des gens qui ont un nom, parce que ça n'a aucun sens. C'est le seul moyen de ne jamais rien comprendre à rien. L'État islamique, donc, apparaît sur la scène. Alors, ce n'est pas une nouveauté, il est là depuis 2006, il est dirigé par un petit criminel, souteneur, proxénète, dealer, bref, il a toutes les qualités nécessaires pour être un bon terroriste, M. Zarqawi, éliminé assez rapidement en 2006, et qui a une caractéristique unique dans l'histoire du terrorisme. C'est le seul opérateur dont Ben Laden n'a pas voulu.
Au moment où Zarqawi essaye de rejoindre Al-Qaïda, Ben Laden dit on ne peut pas travailler avec ce gus-là, il est extrêmement dangereux, il est totalement dingue, et en plus il ne tue que des chiites. Si Ben Laden vous dit que quelqu'un est dangereux, croyez-le, en termes d'expertise. Et il faudra des années pour que le groupe autour de Zarqawi soit toléré dans des opérations assez complexes de compétition-élimination très brutales des différents groupes autour de la question syro-irakienne. Peu à peu, l'État islamique se développe et arrive à des opérations, notamment dans ce qu'on croit devoir appeler les printemps arabes, même si ce terme n'a pas grand sens, visant à créer les conditions de son développement. Puis, il est remplacé par un premier Baghdadi, éliminé, un deuxième, puis un troisième, qui est l'actuel opérateur local. Sauf que cette bande de va-nu-pieds, délinquants et criminels se transforme en armée. En quelques mois, tout change. Et ils prennent un territoire équivalent à peu près à la moitié du territoire français pour une population d'environ 10 millions d'habitants. Alors je précise que le territoire, ça n'a aucun sens parce que vous prenez un puits au milieu du désert, le territoire autour du puits est censé vous appartenir. En fait, c'est les voies de circulation et les voies d'approvisionnement qui ont un sens. Le reste, c'est de la géographie, je dirais, facile, au crayon, quoi. Mais en tout cas, ils prennent un territoire suffisamment important pour devenir une force massive. Et ils arrivent, cette opération extraordinaire de prise de Mossoul, qui n'est pour eux qu'un raid, mais devant la fuite éperdue de la pseudo-armée irakienne en voie de constitution, ils s'emparent de Mossoul, de ses réserves d'argent, d'or, de ses réserves d'hydrocarbures et surtout d'un stock d'armement moderne encore emballé, dont à peu près autant de chars propres et neufs que l'armée française n'en dispose actuellement. Donc une opération extraordinaire, un coup de main remarquable, marqué essentiellement par l'incapacité du régime irakien de faire son travail. Je rappelle que l'Irak, c'est grosso modo 2 tiers de chiites, un petit 20% de sunnites et un petit 15% de druzes, voilà. De Kurdes, qu'est-ce que j'ai dit? Druzes, pardon, excusez-moi, de Kurdes. Et donc vous êtes dans une situation où le sud est totalement chiite, le triangle sunnite intègre un gros morceau de Bagdad, et puis le nord est essentiellement kurdes. Le problème, évidemment, c'est que les Kurdes sont nos amis quand ils sont en Irak, mais ils sont des perturbateurs quand ils sont en Turquie. Bref, tout le monde se hait avec une détermination tout à fait remarquable et personne n'est d'accord avec rien. C'est d'ailleurs le seul endroit dans l'histoire géostratégique du monde où les amis de nos amis sont rarement nos amis et les ennemis de nos ennemis ne le sont pas non plus. Ce qui, évidemment, ne facilite pas la vie. Alors vous comprenez, nous on voit ça de loin, vous comprenez mieux comment ça se gère quand on est à Jérusalem. C'est un sujet qui nécessite une très grande maîtrise de la complexité, comme aurait dit le général de Gaulle. Au moment où l'État islamique se crée, eh bien on regarde d'où il vient, car pour l'instant c'est encore un objet terroriste non identifié. Il l'est d'autant moins que ce que nous savons de l'État islamique nous pose plus de problèmes qu'il ne résout de questions. Un, il est né dans le camp d'internement de Bouka. La formule moderne de l'État islamique, on va dire l'État islamique saison 2, est né dans un camp américain. Deux, l'essentiel des cadres de l'État islamique sont des soldats et des cadres militaires de l'armée de Saddam Hussein non réintégrés par le régime américain qui avait su très bien faire ça au Japon et en Allemagne après quelques opérations, grands spectacles d'élimination des plus visibles et des plus nuisibles, ceux qui ne s'étaient pas réfugiés en Amérique du Sud ou ailleurs, mais qui s'est terminé mécaniquement par le fait qu'eux, ils n'ont pris ni le parti basse, ni l'armée extrêmement laïque irakienne, et qu'ils ont été soumis à la vente d'État de tous ceux qu'ils avaient opprimés durant les épisodes précédents. Ce ne sont pas de blanches colombes. Mais non-réintégration, donc tentative de vengeance. Tout ce petit monde se retrouve dans la même prison et décide une sorte de sainte alliance des sunnites pour se venger. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que tous les cadres de l'administration et tous les cadres militaires sont sunnites. Évidemment, personne ne faisait confiance aux chiites, et donc ils n'ont aucune expérience militaire particulière, à la différence des Iraniens, qui, eux, savaient faire ça très bien. Du coup, la création de l'État islamique II amène à considérer qu'il s'agit d'une opération, clairement, de restabilisation de l'espace sunnite par les sunnites, en général. Alors je ne parle pas de l'Arabie saoudite, du Qatar ou des autres, ce n'est pas un sujet d'État, c'est un sujet d'Oumma.
de communautés sunnites venant au secours des siens et pensant créer une espèce de milice d'autoprotection qui, par ailleurs, pourrait créer des espaces d'aération contre un premier ministre chiite, d'autant plus idiot qu'il était malfaisant, vénal, corrompu et qu'il n'avait même pas le soutien de ses propres troupes. Peu à peu, ce dispositif s'élargit. Il prend de la prestance, il prend du pouvoir, il prend de l'organisation, il reçoit beaucoup d'argent. Et que fait-il? Il lance cette fameuse opération de Mossoul qu'il réussit. Et que se passe-t-il là? Eh bien, l'opération de Mossoul se traduit par un choix d'al-Baghdadi. Ce choix va être de créer un califat. Jusqu'à présent, Ben Laden et tous ses représentants ont toujours évité le califat. Ils ont le même conseiller, Al-Souri, un Syrien qui a fait ses études en France, et qui chaque fois essaye de dire qu'il faut territorialiser le djihad, c'est le seul moyen. Ben Laden jamais n'autorisera ça, émirats éventuellement en Afghanistan, mais rien d'autre, parce qu'il dit si je territorialise le djihad disparaîtra. Baghdadi dit maintenant que nous avons un territoire, il faut le fixer dans le sol, et donc je proclame le califat, et je proclame que le roi d'Arabie Saoudite est apostat. Troisième fois. Vous noterez que c'est toujours le même processus, avec la même logique, la même volonté, les mêmes mots, les mêmes termes et la même orientation. Parce qu'à l'époque, ils veulent que l'Arabie Saoudite se soulève et ils veulent terminer ce qui avait été tenté en 1979 et qui avait totalement raté, à cause de nous. Ce processus se lance et le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'État islamique reste pour nous un mystère organisationnel. D'abord, c'est une organisation qui est une organisation pyramidale, structurée, mais qui n'a plus aucun lien avec tout ce qu'a été le terrorisme jusqu'à elle. L'État islamique n'a jamais rien inventé, mais c'est la première organisation terroriste qui fait tout. Elle est passée du terrorisme au menu au terrorisme à la carte. Toutes les organisations terroristes précédentes avaient un mode de signature, un mode de revendication, un mode opératoire. L'État islamique a tous les modes. C'est la seule organisation qui a à la fois ses salariés, les lions du califat, lisez bien les communiqués de revendication, c'est le petit personnel de l'État islamique envoyé en mission. Les soldats du califat, c'est la sous-traitance. On les connaît, mais on a sous-traité. Du terroriste de proximité qu'ils ne connaissent parfois même pas, et qu'ils revendiquent parfois, parfois pas. Mehdi Nemmouche, par exemple, n'a jamais été revendiqué par l'État islamique, puisqu'ils n'étaient même pas au courant qu'il allait faire une opération à Bruxelles. D'autres le sont a posteriori, et dans certains cas, ils font comme Al-Qaïda, qui, eux, n'ont jamais rien revendiqué. Ils disent « Ah, Allah l'a voulu ». Genre, on n'était pas au courant, mais c'est bien. Processus très étonnant, puisque c'est une organisation qui ne revendique pas systématiquement, qui ne revendique pas tout, et qui ne revendique pas tout de la même manière. Deuxième problème, c'est une organisation qui a décidé d'avoir un outil de communication et d'information entièrement basé sur un processus extraordinairement marketing et basé uniquement sur des critères et des modalités occidentales. En tout cas, ce qu'ils nous diffusent à nous est fait pour nous, ce qu'ils diffusent à Ségus en local est fait uniquement pour eux. Si vous voulez voir la différence des modes d'expression, vous allez sur Jihadology, dans la partie publique, légale, qui ne vous enverra pas immédiatement chez 2 inspecteurs pour consultation de sites interdits, mais il n'y a pas que des horreurs, il y en a beaucoup, hein, mais il n'y en a pas que ça, et vous verrez les 2 modes de communication. Un mode de communication Hollywood/jeux vidéo, avec une mise en scène qui correspond à ce que nous adorons, en tout cas nos enfants, semble-t-il, filleul pour moi, allez voir, du genre Zombieland 42, Call of Duty 18, Grand Theft Auto 35, mise en scène correspondant à nos principes culturels, qui sont évidemment à 8 milliards d'années-lumière de ce qu'est le retour aux vraies valeurs de l'islam revisité par eux, dont ils ont une connaissance d'ailleurs extrêmement relative, mais où ils font beaucoup d'efforts de mise en scène. 2, c'est un processus de recrutement. Ils utilisent les algorithmes qui permettent de faire fonctionner Amazon, Facebook, les GAFA et le Big Data pour des raisons de recrutement. Tu aimes l'humanitaire, viens sauver les enfants. Tu aimes te battre, viens te battre. Tu as un problème de virilité, il n'y a pas de problème, on va régler ça. Tu veux une identité, nous sommes là pour toi.
tu es mal dans ta peau, pof, et ils ont un processus qui est très exactement celui-là, essentiellement basé non pas sur le jeu vidéo lui-même, contrairement à ce qu'on entend souvent, mais sur le forum qui est caché derrière le jeu vidéo et qui permet d'identifier, de harponner, hameçonner, récupérer beaucoup de gens. Or, le problème de l'État islamique, c'est qu'il a récupéré à peu près 100 fois plus de personnes qu'Al-Qaïda au sommet de sa puissance. Et que les personnes qu'il a recrutées sont tout à fait nouvelles. Une proportion de femmes jamais connue dans l'histoire. Alors, c'est pas qu'il n'y ait jamais eu de femmes, il y avait 80 femmes autour du prophète durant l'hégire, dont 8 portaient l'épée, contrairement à l'idée générale sur... elles étaient des combattantes, mais jamais il y en a eu autant. Jamais il y a eu autant de mineurs. Jusqu'à présent, les organisations terroristes récupéraient plutôt du majeur. Le mineur était plutôt chargé de transmettre des informations ou de faire le guet, pas de faire la guerre. Jamais il n'y a eu autant de convertis. On estime à environ 30% le potentiel des Européens, je ne parle pas des musulmans évidemment, qui, rejoignant le combat du califat sur place, correspondent à cette catégorie, c'est-à-dire non pas musulmans d'origine, musulmans par agrégation. Le troisième problème, c'est que le califat a réussi une opération de recrutement très intelligente sur son message. Venez vous battre pour le califat sur place, car nous avons besoin d'hommes, de femmes, d'armes pour contrôler l'espace territorial. Si on vous en empêche et si vous ne le pouvez pas, combattez là où vous le pouvez. Terrorisme de proximité en même temps que terrorisme de projection. Phénomène tout à fait nouveau, car jusqu'à présent, il y avait deux logiques, un peu le débat Trotsky-Staline. Trotsky voulait la révolution dans le monde entier, et il pensait qu'un seul pays, ce n'était pas assez. Staline expliquait qu'on avait commencé par l'Union soviétique et puis qu'après, on verrait. Le califat a fusionné ces deux concepts. On peut faire les deux, donc ils font les deux. Troisièmement, le califat, au moment où il se rétracte militairement, au moment où ses territoires fondent, il a décidé qu'il pouvait être à la fois territorial et virtuel. C'est le califat 2.0. Il est passé dans autre chose. Il a anticipé sa disparition en créant les conditions à la fois d'une défense forcenée et brutale, avec des effectifs faibles. Il fait un Stalingrad, mais avec 10% des forces en présence, mais en ayant une ingéniosité militaire remarquable, qui est celle des opérations commando, guérilla, bien connues dans tous les manuels de toutes les armées, notamment ceux qui ont connu évidemment la guérilla en Asie du Sud-Est. Et puis, en intégrant les techniques Viet Cong, etc., ils ont tout compris des modalités visant à créer un maximum de pertes avec un minimum de soldats et une capacité également à utiliser le suicide assisté comme mode d'accélération identitaire. Et ce processus-là est un processus qui nous perturbe énormément, puisque pour la première fois dans l'histoire du terrorisme, il n'y a plus de profils. Il y a tellement de profils différents qu'on n'en a plus. Et nous sommes aujourd'hui dans une phase extrêmement curieuse, où pour la première fois, nous avons quasiment plus de terrorisme d'État. Il n'y a plus d'opérateurs étatiques qui se lancent dans des opérations terroristes. Quasiment plus. Il nous reste Pakistan, Inde, mais pour des raisons historiques. Mais tout le reste sont des terrorismes résiduels, essentiellement liés d'ailleurs à la décolonisation britannique, beaucoup plus qu'à la décolonisation française. Nous, on est un peu honteux du phénomène de décolonisation, donc on gère avec une sorte de remords. Les Anglais, pas du tout. Eux, ils ont créé le chaos pour l'éternité partout où ils ont été virés, et ils en sont assez fiers d'ailleurs. Il m'arrive d'aller faire un cours assez régulier devant les services britanniques qui officiellement sont des étudiants, mais beaucoup plus âgés et beaucoup plus endimanchés que mon jeans polo habituel. Ils sourient quand je leur raconte ça. Il n'y en a aucun qui s'est levé en disant cette déclaration est insupportable. Bon, en plus, je leur dis ça en rigolant, donc on est quasiment en famille. Mais enfin, il y a un sujet britannique, et d'ailleurs, vous pouvez regarder Sykes-Picot au Liban, Syrie, la Durand Line au Pakistan, Afghanistan, le sultanat de Sokoto, Cameroun, la décolonisation de l'Empire des Indes. Partout où ils sont passés, vous êtes sûr qu'il y a un point de fixation considérable. Nous en avons quelques-uns aussi, mais ils ne sont pas exactement de même nature, je pense. Donc, une situation où, internationalement, le califat fait en sorte que les conflits nationaux sont à peu près disparus. Les conflits, on va dire, de libération nationale se sont arrêtés.
Irlande, Pays basque espagnol, FARC colombien, on voit bien que tout ce petit monde arrive peu à peu à la paix parce qu'ils sont restés sur des revendications extraordinairement politiques, d'autonomie, de représentation, de langue, de décentralisation. Il nous reste nos hybrides, ça on en a de plus en plus, et les affaires de 2015 l'ont démontré avec un nombre considérable d'anciens repris de justice mis en cause dans ces opérations, et ça continue. Entre 70 et 80% des opérateurs ont eu un parcours criminel ou délinquant, en tout cas bien connu des services, comme on dit, ce qui est un chiffre considérable. Le lumpen terroriste de proximité, qui, grosso modo, sort de chez lui avec sa voiture, son canif, sa tractopelle, enfin n'importe quoi, et attaque ce qu'il peut, et qui d'ailleurs le fait essentiellement contre des forces de sécurité qui les attirent comme des aimants alors qu'ils sont censés être, dans le cadre de l'opératif Sentinelle, un dispositif qui vise à empêcher l'attaque. Là, ça les attire, donc un contresens technique qui méritera d'être revisité au moment où on se reposera le problème de la logique générale de l'opération Sentinelle. Une catégorie tout à fait inconnue, inattendue, le terroriste honteux. Ça, on n'avait jamais eu. Jamais. Le terroriste, c'est de la violence plus de la com. Si vous supprimez la com, autant rester à la criminalité ordinaire. Vous n'avez pas besoin en plus d'en faire des tonnes. Là, on en a eu 3 de suite qui ne manquaient pas d'intérêt. Celui du Thalys, qui dit au juge d'instruction, ici je ne brode pas, mais je ne suis pas un terroriste, monsieur le juge. Ah bon, dit le juge, expliquez-moi ça. Ben non, écoutez, je me suis réveillé un matin, j'avais une calèche sous l'oreiller, je me suis dit que c'était la petite souris. Je me suis demandé pourquoi ne pas aller faire des courses. Bon, Bruxelles, c'est quand même un peu... Voilà, Paris, c'est tellement mieux. Et donc, j'ai pris la calage, j'ai pris le train, mais en fait, je voulais rançonner le train. Si ces gens ne s'étaient pas interposés, il ne se serait rien passé, puis j'aurais fait mes courses, puis on n'aurait plus rien parlé. Bon, lui dit le juge, bien sûr. Prenez totalement pour un idiot ou... Non, mais je vous assure. Non. Le deuxième, Saint-Quentin-Falavier. Alors là, il dit, non, mais monsieur le juge, je ne suis pas un terroriste. Pas du tout, du tout. J'avais un conflit du travail avec mon patron. J'avais le choix entre les prud'hommes, c'était un peu long, lui couper la tête. J'ai dit couper la tête, c'est plus rapide. Je ne savais pas bien quoi faire des morceaux. Je suis donc allé faire exploser l'usine. Et en plus, lui, il se suicide, ce qui n'est pas très bien vu là-haut. Paradis des croyants. Le troisième, c'est Glam à Villejuif, qui dit « Mais je ne suis pas un terroriste. » Mais pas du tout, du tout. La dame voulait déménager. Elle avait un gros panier avec des kalachnikovs. J'ai voulu l'aider. Le coup est parti. Elle est morte et je me suis pris une balle dans le pied. Alors là, je dois dire que nous sommes restés assez sidérés par la logique générale. Alors évidemment, on comprend bien que ce n'est pas un hasard, mais on ne comprend pas du tout la logique. Car un vrai terroriste, même à 10 000 km du lieu d'un attentat, quand on l'arrête, il dit « c'est moi ». D'abord, c'est bon pour son estime personnelle, c'est bon pour sa place dans l'organisation, et surtout, ça permet aux vrais terroristes éventuellement de s'enfuir. C'est donc tout bénef. Puis vous pouvez toujours démontrer que vous étiez à 10 000 km 6 mois plus tard, en ayant fait la démonstration que vous étiez un vrai militant. Là, c'est la première fois qu'on a la catégorie terroriste honteux, qui est incompatible avec la logique même du terrorisme, et qui montre la capacité de créativité immense de nos amis de l'État islamique. Alors, notre problème, c'est quoi ? D'abord, c'est qu'à force de ne pas comprendre ce qu'est la réalité de l'adversaire, nous avons beaucoup raté de choses. Depuis 1945, on analyse de manière assez précise les échecs. Il y a des commissions d'enquête, secrètes, officielles, publiques, semi-publiques, qui diffusent pas. Pour des raisons intéressantes, j'ai été regarder toutes les conclusions de toutes les commissions d'enquête disponibles sur des attentats. Et c'est très étonnant car, quelle que soit la langue utilisée, elle se termine mécaniquement par les 3 mêmes recommandations. 1, on savait tout ou presque. 2, pour de mystérieuses raisons, on n'a pas compris ce qu'on savait. Les Américains ont même une formule magique « We did not connect the dots ». On n'a pas connecté les points. Et 3, ça serait quand même mieux si ça ne se reproduisait pas. Évidemment, ça continue à se reproduire parce que nous avons un problème. Ce problème, il est lié à la nature réelle de l'antiterrorisme. Pas en France, en Occident. L'antiterrorisme en Occident n'existait pas. Il n'a jamais existé. Ce qui existait en Occident, c'était du contre-espionnage. Parce que l'alpha et l'oméga du contre-espionnage, c'était l'espion rouge. Il a fallu attendre les années 70 pour que Raymond Marcellin, ministre de l'Intérieur, convoque le directeur de la DST de l'époque, dont je ne me rappelle jamais le nom au moment où je le cite, mais il a un nom facile du genre Dupont, Durand, Martin, vous voyez, donc c'est trop facile, donc je ne m'en souviens plus. Et lui dit, tiens, monsieur le directeur, alors voilà, les attentats gauchistes, tout ça, le machin, l'armée rouge,
les NAPAP, Gary, tous ces trucs bizarres là, ça serait bien que vous me créiez une petite unité antiterroriste. Le directeur de la DST rentre à son bureau, convoque ses adjoints et dit « Le ministre est sous influence. Il veut nous détourner de notre mission prioritaire. Il va oublier. » 15 jours se passent, le ministre reconvoque le directeur de la DST. Il a 2 qualités, Marcelin. Il est breton, donc têtu. Et on en a un autre là qui est pas mal dans le genre. Et donc, il dit « Bon, alors, ma petite unité antiterroriste, monsieur le directeur ?» Le directeur lui dit « Bon, monsieur le ministre, c'est pas à nous de faire ça. Filez ça au RG, à qui vous voulez. C'est une affaire de flic. Déjà, vous nous avez cassé les pieds avec l'OAS, mais enfin, au moins, c'était l'intérêt de l'État. On est revenu à une formule normale, on va continuer. » Et Marcelin lui dit « Mais bien sûr, monsieur le directeur, les terres australes françaises, Clipperton, le Grand Air, vous allez adorer. Je pense vous faire nommer dès la semaine prochaine. » Le directeur rentre à la maison, un peu dépité, dit « Bon, bah là, je crois qu'on va être obligé d'y passer. » Et son directeur de cabinet, qui a écrit ses mémoires, c'est pour ça que je peux vous en parler, dit « En fait, monsieur le directeur, c'est pas si con. » Le directeur de la DST regarde son directeur de cabinet et dit « Vous aussi, c'est contagieux, problème ?» Il dit « Non, non, c'est pas si con, parce que toutes les organisations gauchistes qui agissent en Occident sont manipulées par Moscou. En fait, c'est une forme de contre-espionnage par d'autres moyens. » Et donc, pour de très mauvaises raisons, la DST décide d'inventer une unité d'antiterrorisme. Bon, ils prennent les plus cons dans le grade le moins élevé, astucieusement placés entre les toilettes et la photocopieuse, avec le secret espoir qu'ils vont s'exfiltrer rapidement, mais ils le font. Évidemment, ça ne sert à rien, puisque si tout ceci est très efficace contre Al-Qaïda, ça ne voit ni l'attentat de la rue des Rosiers en 83, ni les attentats iraniens en 85-86, ni Khaled Kelkal et les Algériens en 95-96. Ça voit parfaitement Al-Qaïda, pour des raisons que je vous ai déjà expliquées dans l'épisode suivant, et évidemment, ça ne comprend rien à la série Mera, Bruxelles, Charlie Hebdo, Hypercacher, etc. Mais au moins, quelqu'un a essayé. Quelques années plus tard, Michel Rocard, seul et unique Premier ministre de l'histoire de ce pays que le renseignement intéressait, on ne sait pas pourquoi, mais je peux vous dire que ça l'intéressait, décide que le moment est venu de créer, de changer et de moderniser le renseignement pour prendre en compte le terrorisme. Ce texte est écrit par une petite équipe autour de Rémi Pautrat et moi-même. Entre 88 et 90, nous payons la guerre du Golfe, ce qui nous occupe un peu, déjà sur un territoire qui va devenir l'épicentre du problème. Nous empêchons les Américains de détruire le régime de Saddam Hussein en sachant très pertinemment ce que ça allait faire s'il l'éliminait du point de vue du chaos qui allait être créé, et rien ne se passe. 20 ans plus tard, le dossier ressort, suite à un papier coécrit par Michel Rocard et moi-même dans la Revue de la Défense nationale avant les présidentielles, sur le thème « Voilà ce qu'un président de la République devrait faire en matière de sécurité et de défense nationale ». Et alors, croyez-le ou pas, Nicolas Sarkozy dit « C'est ça que je veux faire ». Bon, on n'a pas cru tout de suite parce que Rocard-Sarkozy, on avait un peu de mal à voir la cohérence générale. Pourtant. Et donc, 20 ans plus tard, le plan Rocard est appliqué par Nicolas Sarkozy, qui est le premier à avoir compris qu'il fallait le faire. 20 ans, hein, c'est un temps de digestion que je qualifierais de lent. Les grandes organisations ont un processus froid et modéré. Bon, pendant ce temps-là, il s'était passé 2-3 petites choses, mais on avait à peu près géré les affaires al-qaïdiennes. Et c'est le moment où Mohamed Merah se réveille et lance ses opérations. Et il y a ensuite une accélération qui permet à Manuel Valls de lancer l'opération DGSI. Jusque-là, on est dans la structure, car tout le monde pensait que c'était un problème de structure, moi comme les autres. Et il m'a fallu très longtemps pour comprendre que c'est un problème de culture. Pourquoi ? Parce que le contre-espionnage, c'est assez simple. Le temps est long, il faut remonter la filière. Chaque jour qui passe permet un nouveau contact, une nouvelle adresse, une nouvelle planque, une nouvelle boîte aux lettres. Et donc on attend, et puis au bout de 18 mois, 2 ans, on fait tout tomber. On fait la même chose pour les stupes. On n'arrête pas les dealers qui sont en face de chez vous, on veut remonter la filière, autrement ça n'a aucun intérêt. Ça vous emmerde tous les jours parce que le dealer est toujours là, mais le service de police judiciaire, il a la même logique de remonter la filière. Le renseignement, c'est pareil. Et deuxièmement, le secret est absolu. D'abord, il ne faut pas que les gens que vous surveillez soient au courant, autrement ils se tirent. Ensuite, il faut protéger vos infiltrés, vos informateurs, vos indicateurs. Et puis, vous ne faites confiance à personne, parce que ce truc est tellement important et tellement secret que vous n'en parlez pas. Bon. L'antiterrorisme, c'est bizarre, c'est exactement l'inverse. Le temps est court,
Le bon antiterroriste, c'est pas quand vous arrêtez l'auteur d'un attentat, c'est quand il n'y a pas d'attentat. Et le partage est absolu et nécessaire. Vous devez tout savoir de tout le monde pour arriver justement à comprendre ce que vous avez. On ne peut pas en même temps faire ces deux métiers. Vous ne pouvez pas le matin expliquer que les Russes, les Chinois, accessoirement les Américains, nous espionnent tout le temps et qu'on ne peut pas travailler avec, et l'après-midi qu'il faut travailler avec parce qu'on a le même ennemi, l'État islamique. Le Gus qui fait ça devient totalement schizo ou dingue. Donc personne ne le fait. Et que font les services de renseignement? Ce qu'ils savent faire, du contre-espionnage. Parce que c'est valorisant, ils comprennent ce que c'est leur culture, et c'est comme ça. Et puis le renseignement, c'est 3 métiers. La collecte de l'information, alors ça, on n'a jamais été aussi bon. On n'a jamais eu autant d'informations disponibles. On est noyé sous l'info. L'analyse de l'info, on a longtemps été très pas bon du tout. Mais pas nous, tout le monde. Et l'action. Alors on a été très bon, moins bon, on a connu des meilleurs moments, mais on n'est pas les pires. Le problème, c'est que face à ces sujets, la réponse étatique est le fétichisme technologique. Grosso modo, et pour faire simple, j'ai 2 oreilles, pas de cerveau, je vais résoudre mon problème, je vais mettre 4 oreilles. Ça marche pas. 6 oreilles 8. Donc la quantité d'informations continue à augmenter. L'intrusion dans les libertés individuelles, qui est toujours négociable, ce n'est pas un sujet de valeur absolue. Disons qu'il y a un équilibre naturel entre l'interception et le contrôle. Mais quand vous n'avez pas de cerveau, de toute façon, ça ne sert à rien. Et donc, ça ne servait à rien, mais du tout. Ça ne servait à rien et ça n'a servi à rien pendant très longtemps. Les Américains l'ont démontré le 11 septembre, c'est eux qui ont dépensé le plus d'argent depuis très longtemps, mais essentiellement pour nous espionner, nous, pour des questions commerciales, et beaucoup moins pour espionner Ben Laden. Par exemple, les Américains n'avaient jamais traduit la déclaration de guerre à l'Amérique de Ben Laden de 1996. Jamais. Ça ne les intéressait pas. D'abord, c'était en arabe, ils s'en foutent. Ils pourraient parler anglais comme tout le monde. Il leur avait fait péter 2 ambassades, un destroyer, il leur arrive de Milan. Mais lire la déclaration de guerre, voilà, c'est la version hitlérienne de Mein Kampf que personne n'aurait jamais lu. Vous me direz, tout le monde l'a lu, personne ne l'a cru. Mais c'est un sujet, donc ce n'est pas la première fois. C'est une maladie. Car, aussi paradoxal que ça puisse paraître, les terroristes passent leur temps à nous dire ce qu'ils vont faire. Ils nous le disent, ils nous le chantent, ils nous le crient, ils nous le YouTube, ils nous le diffusent, enfin ils font tout ce qu'ils peuvent, et nous faisons d'immenses efforts pour ne jamais les écouter. Alors jamais. Vous lisez Inspire d'Abik ou Dar el-Islam, les revues officielles des organisations terroristes, elles vous expliquent ce qu'elles vont faire, comment elles vont faire. Alors on va passer de tel attentat à tel attentat, là on va essayer les avions, là on va attaquer les maisons. Alors ils vous expliquent ce qu'ils viennent de faire d'ailleurs, pourquoi ils ont fait ça à Paris, dans quelles conditions, comment ils ont fait péter l'avion russe à Sharm el-Sheikh. Enfin ils sont extrêmement aimables, mais nous ne les lisons pas. Des fois qu'ils nous apprennent des choses. Et donc c'est un des sujets que nous avons eu jusqu'à il y a quelques années. Et il a fallu attendre 2014 pour que la France mette en place une véritable école du renseignement. Et donc je suis depuis beaucoup moins critique et beaucoup moins désagréable que je ne l'étais habituellement, car il s'est produit quelque chose, et vous pouvez le noter d'ailleurs, au cours des dernières semaines, il y a eu beaucoup plus d'interceptions de terroristes voulant commettre un attentat avant qu'ils le commettent qu'après. C'est un signal très fort du retour de la capacité d'analyse et donc de compréhension, de relation entre le conceptuel et l'opérationnel qui donne d'excellents résultats. Et je tiens à le dire d'ailleurs, dans ces affaires-là, le paradoxe, c'est que les services d'espionnage font ça très bien depuis très longtemps. DGSE, DRM, et que les services de contre-espionnage ne savaient pas le faire. Eh bien, ils ont appris, ils ont compris. Et donc le processus, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres attentats. Ça veut dire que pour l'essentiel, aujourd'hui, il y en a beaucoup moins. Le problème essentiel, c'est quoi ? Au jour d'aujourd'hui, 90% des attentats n'ont pas lieu. Par la connerie, la stupidité, l'amateurisme des opérateurs, qu'il faut remercier chaleureusement et qu'ils continuent, ou par l'efficacité et l'engagement des services. 1% aura lieu de toute façon. Soit parce qu'ils sont tellement sophistiqués qu'on ne les comprendra jamais, soit parce qu'ils sont tellement cons et spontanés qu'on ne les verra pas arriver assez vite. Le passage de 90 à 99%, c'est ce qui est à la portée du système. Et qu'il essaye désormais de faire en anticipant, en interceptant ce que la police de papa fait très bien après un attentat. Le renseignement intérieur a décidé de le faire avant. Des infiltrés, des interceptions, des mesures préventives. C'est une nouveauté absolue. Ça marche, tant mieux, ça n'a jamais aussi bien marché. Mais pourquoi est-ce que ça marche ? Et je terminerai par
ce rapprochement que nous avons eu tout à l'heure à la fin de l'intervention de votre président sur la question de la résistance. Ça marche parce que l'État islamique a commis une erreur, a fait une réussite et commis une erreur. Sa première réussite, c'est 2015, janvier. En 2015, l'État islamique associé à Al-Qaïda dans la péninsule arabe commet 2 attentats dont nous pensons qu'il mobilise la société française alors qu'en fait il la divise. Premier attentat contre Charlie Hebdo, deuxième attentat contre l'Hypercacher. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Simplement parce que dans une partie importante de la société française, Charlie Hebdo, c'est peut-être un peu exagéré, mais il l'avait bien cherché. Hypercacher, les Juifs, d'accord, c'est peut-être exagéré, mais il l'avait bien cherché aussi. Et nous avons vu une mobilisation considérable de la société française, mais pas de la société française, d'une partie de la société française. La société française des centres-villes s'est mobilisée et la société française des banlieues soit a eu honte, ce qui était déjà pas mal, soit a considéré que, quand même pas se casser les pieds, quand on voit ce qui se passe partout ailleurs. Voilà. Et donc nous avons cru à une mobilisation structurelle de la société alors qu'ils avaient réussi une division de la société. L'État islamique avait décidé d'aller plus loin en attaquant le Bataclan et le Stade de France. Le Bataclan étant d'ailleurs pas l'objectif principal, c'était l'objectif secondaire. Comme ça n'a pas marché au Stade de France, grâce paradoxalement à la cohérence et de la compétence des agents de sécurité privés, ce qui prouve que ça peut servir à quelque chose, le processus les a amenés à commettre le massacre qu'on connaît. Pourquoi l'ont-ils fait? D'abord pour montrer que tout le monde pouvait être atteint, mais surtout, ils souhaitaient que la société française, des petits blancs et des Gaulois, fasse payer à la partie musulmane de la société française, ou arabo-musulmane, supposait-elle, le prix du sang, de la vengeance et de la revanche. Et il se trouve qu'ils ont sous-estimé le poids du processus d'intégration absurde par le fait que, oui, il y a des musulmans qui boivent du pastis et il y en a d'autres qui vont écouter de la musique. Et que ce processus n'a pas eu lieu. Encore moins à cause du Bataclan. Et depuis cet épisode, qui a été fortement renforcé par l'affaire de Nice, jamais autant de familles, de proches ne signalent de comportements proto-terroristes à l'État. Des gens qui n'auraient jamais parlé à la police, jamais. Qui haïssent la police, qui l'exècrent, qui la considèrent comme une force xénophobe, raciste. Ils signalent. Ils signalent pour sauver leurs enfants et ils signalent pour sauver d'autres gens. Et la première d'entre elles, c'est Madame Sonia, celle qui permet d'identifier, de récupérer Abaoud avant qu'il aille commettre l'attentat dans la zone de la Défense, qui aurait fait de nombreux morts et blessés. Ce changement de posture de la société française est le plus grand échec de l'État islamique. D'ailleurs, ils expliquent eux-mêmes dans leur propre dialogue qu'ils ont fait une erreur d'analyse. Ils ont voulu casser la société. Or, la société, il n'y a pas eu de manif, il n'y a pas eu de rassemblement de 15 millions de personnes. Il n'y a pas eu de Charlie partout ou de « je ne suis pas Charlie ». Il y a eu des gens qui ont eu peur pour leurs enfants, pour leurs proches. Et ces gens-là, ils ont décidé qu'ils allaient parler au service de l'État, qui n'ont jamais reçu autant de signalements précis, détaillés, clairs, pas des petits coups de folie ou des dingos comme d'habitude, qui ont permis aujourd'hui, à la fois grâce à la mobilisation des services, à leur coordination et surtout au recrutement de nombreux analystes sortis des fameuses écoles, de faire leur métier de manière préventive. Et c'est le vrai problème qu'a d'ailleurs l'État dans cette affaire. Quand l'État vous envoie des petits documents pour vous expliquer ce qu'il faut faire en matière d'attentat, il vous dit 3 choses. Premièrement, cachez-vous, c'est bien. Deuxièmement, prévenez-nous, parfait. Troisièmement, sauvez-vous, pourquoi pas. Point. Ça a toujours été un moment curieux parce que ceux dont on se rappelle dans les attentats, c'est le Français et les 2 Américains du Thalys qui désarment au prix de leurs blessures l'auteur. C'est le commissaire de police qui, au mépris de toutes les consignes, abat l'un des assassins du Bataclan. C'est l'homme au scooter qui dévie le camion et qui se bat physiquement avec l'auteur. C'est ceux qui sortent de chez eux autour du Bataclan et qui prennent des balles en sauvant des gens, en les tirant derrière les portes cochères. Ceux dont on se souvient, c'est les résistants. L'État n'est pas capable de dire ça. C'est un très grand mystère. Dans les autres pays qui sont soumis au terrorisme, il y a
Cachez-vous, prévenez-nous, sauvez-vous, battez-vous. J'ai trouvé bizarre qu'il n'y ait pas le battez-vous. Entendons-nous bien, je ne souhaite pas créer une génération de héros morts. L'idée d'aller se battre à main nue face à une Kalachnikov n'est pas le sujet. Mais dans la résistance, il y a beaucoup de choses. La société française, aujourd'hui, elle est devenue vigilante. Elle sait que ça peut arriver. Et d'ailleurs, ça permet aussi de sauver des dames kidnappées pour des raisons parfaitement criminelles, cachées dans une voiture, et qu'un passant signale à la police, alors même que l'idée de signaler quelqu'un à la police, ce n'est pas la nature profonde du passant en question, mais qui se dit « c'est bizarre cette voiture ». Elle est devenue résiliente. Elle sait que ça peut arriver, elle sait que ça peut recommencer, elle sait que c'est possible. Elle se dit qu'il faut vivre avec. Et d'ailleurs, nous vivons avec, car même si nous ne le sentons pas, il y a un état d'urgence. Il a servi, il ne sert plus, mais c'est devenu un outil de communication beaucoup plus qu'un outil de protection. Et puis, il y a le moment où elle va décider de devenir résistante. Elle le fait par le signalement. Beaucoup de gens le font aussi en ayant un apprentissage. Et vous avez raison, M. Veil, c'est un outil de poche. Et dans l'outil de poche, vous voyez, il y a être attentif, anticiper, réagir, résister. Et je pense que le sujet résistance, c'est un sujet naturel. C'est un sujet qui permet de vivre en société, de protéger les autres, de se préserver soi-même, de considérer que le monde de bisounours qui avait été inventé après la chute du mur de Berlin, où on n'avait plus de frontières, où on la sous-traitait aux plus faibles, aux plus fragiles, aux plus lointains d'entre nous, considérant que nous n'aurions que de gentils touristes qui viendraient nous voir, que les crises de réfugiés, c'était du passé, que les tribus, les États, les nations, les foi, ça n'existait pas. Et pourtant, tout ça est arrivé. Tout ça est arrivé d'abord en Europe, par l'explosion de l'ex-Yougoslavie. Tout ça est arrivé ensuite dans un conflit ethnico-religieux auquel nous avons tous contribué. C'est arrivé ensuite dans un certain nombre de pays. Et nous regardons toujours cela en ne comprenant pas que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la revanche, peut-être même la vengeance de l'histoire et de la géographie. Un espace où les frontières à angle droit et à double décimètre, qui n'ont jamais existé que dans l'imagination coloniale et impériale, n'ont plus aucun sens. Que ce qui est en train de se réveiller, c'est l'ouverture d'un congélateur qui était celui de l'après-guerre et de l'après-décolonisation, et où tout fond. Jimmy Carter y a sa part de responsabilité, nous avons aussi la nôtre. Ceux qui ne comprennent rien au conflit ukrainien ont qu'à acheter un vieux Malais et Isaac des années 30 et regarder comment est constituée l'Ukraine, d'un bout de Pologne et de Lituanie catholique, et d'un gros bout de Russie orthodoxe, y compris le russe de Kiev, qui est le cœur même de l'orthodoxie et de la Russie, une sorte d'Alsace-Moselle avec Paris comme capitale. Notre problème est notre inculture. Il n'y a pas de choc des civilisations, il y a un choc des incultes, des idiots, et la twitterisation du cerveau. Le mode Twitter a ceci de merveilleux que nous avons oublié ce qu'était la culture et la perspective. C'est un des problèmes essentiels de la transmission, c'est que nous n'apprenons plus rien et que la vitesse de transmission fait que le temps et l'espace se sont rétractés. Qu'on vit en fonction du tweet ou de l'email qui va arriver, qu'on est très inquiet sur celui qui n'est pas encore arrivé et qu'on est encore plus inquiet sur celui qu'on a envoyé et qu'on n'aurait peut-être pas dû écrire. Ce processus-là est au cœur d'une sous-utilisation naturelle du cerveau et d'une perte totale de la transmission. Et j'avoue que le fait de faire l'apologie de la transmission dans une synagogue est quelque chose auquel je n'avais pas pensé initialement, mais qui mériterait d'être réfléchi, à la fois pour le laïc que je suis, et je suis sûr pour le rabbin qui est derrière moi. Ce processus-là, il est au cœur de la manière dont les citoyens doivent cesser de sous-traiter l'antiterrorisme. L'État n'est pas capable de faire de l'antiterrorisme efficace. En tout cas, il ne le fera pas seul. L'État a besoin, l'État, le gouvernement, les armées, la police, a besoin d'une réaction citoyenne. C'est parce que les citoyens ont décidé de prendre en main la question du signalement que l'État est devenu efficace. Il ne l'était pas avant, 90%. Le passage de 90 à 99, des centaines de vies sauvées, il est non pas dans les mains de l'État, dans les mains des citoyens, de chacun. Et l'esprit de résistance, après tout, c'est un beau sujet, c'est un sujet qui a permis d'avoir un État où on parle français et pas allemand. C'est ce qui a permis d'avoir un État qui a rayonné par ses valeurs
Et c'est ce qui a permis aussi, il n'y a pas si longtemps, cette décennie, de voir naître un État dans un endroit où on le chantait toujours en pensant que ça serait l'année prochaine, et une année, ça a été cette année-là. Vous voyez, la résistance, ça permet beaucoup de choses. Ça permet beaucoup de choses en créant des choses, ça permet beaucoup de choses en sauvegardant. Et je crois que le seul et unique sujet que nous avons aujourd'hui face au terrorisme, c'est de savoir d'abord que les cycles terroristes sont toujours longs, ça n'est pas terminé, que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une baisse tendancielle du taux de rendement des attentats. Ça fait très économétrique, mais c'est la réalité. Il y a de moins en moins de gros attentats et de plus en plus de petits. Et que le problème, c'est que nous donnons autant d'importance à un attentat avec 90 ou 300 morts qu'avec un attentat qui a raté avec 2 blessés. Et qu'à l'exception de Nice, je pense que la responsabilité de l'organisation locale est plus importante dans les effets de l'attentat, pas dans l'existence de l'attentat, que quoi que ce soit d'autre. Il aurait pu y avoir 10 morts à Nice et pas 90. 10, c'est déjà beaucoup trop, mais ce n'est pas autant. Qu'à l'exception de l'attentat de Nice, nous serons aujourd'hui face à des essaims de petits opérateurs dont la plupart se feront prendre parce que des citoyens ordinaires, leurs amis, leurs familles ou des gens qui les regardent, cesseront de penser que ça n'a aucune importance ou que ça ne les regarde pas, mais qu'ils décideront de prendre ce sujet pour eux. Face au terrorisme, la réponse c'est l'État, parce qu'il est là pour ça. La réponse c'est l'armée, la police. Et la première et unique réponse, celle qui fait le cœur de tout, c'est la réponse des citoyens. Et de ce point de vue-là, le premier des résistants, il est ici, dans cette salle. Et s'il pouvait se multiplier, il créerait les conditions qu'il n'y ait plus aucun, ou en tout cas quasiment plus, de cérémonie d'hommage funèbre, que ce soit dans une synagogue, une église ou à l'hôtel des Invalides. Il faut y réfléchir de manière personnelle, individuelle. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ne nécessite pas d'y aller à main nue, ça nécessite juste de faire quelque chose au moment où il faut le faire. Et je crois, en tout cas, pour ceux qui ont connu et qui connaissent les traditions et l'histoire de la communauté rassemblée ici, ou en tout cas sous son égide, ils savent très bien que si ceci n'avait pas été le fait de ces quelques dizaines d'immigrants et de quelques centaines de Sabras, on chanterait encore aujourd'hui l'année prochaine. Et moi, je suis très content d'aller voir là-bas l'année en cours. Merci de votre attention.